Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre 19h marquée ce vendredi par le grand départ à vacances pour plus de 94 300 écoliers mahorais. L'heure était donc à la fête pour les élèves, enseignants et parents afin de clôturer l'année scolaire 2016-2017. Le point dans votre journal. Dans ce journal, nous parlerons également de sport multisport avec l'invité de la rédaction, Philippe Machu, le président national de l'UFOLEP. Nous reviendrons sur l'installation toute fraîche de la structure au sein du département. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre JTM. Ce mois-ci, Mayotte a accueilli un invité de marque, Flipper, le robot aspirateur. Le fonds océanique mahorais a en effet été choisi pour tester ce véhicule sous-marin, téléguidé dans le cadre de la mission X-Life. Objectif, collecter des cônes et des coquillages présents sur les fonds marins afin de permettre l'étude de leur venin. Plus d'informations sur cette opération inédite en ouverture de votre journal. Pour la première fois à Mayotte, l'Agence française de développement a publié une étude intitulée « Observatoire des communes 2017 ». Objectif, proposer aux acteurs locaux une analyse financière rétrospective suite aux évolutions institutionnelles. Cette étude doit permettre aux municipalités de mieux appréhender la gestion financière des communes. Explication. Les fins d'année scolaire sont souvent l'occasion de fédérer autour d'événements conviviaux. C'était le cas ce matin pour l'école maternelle de Kaweni Sud. Parents, élèves, enseignants, tous se sont rassemblés au sein de l'établissement où les enfants ont restitué leur danse de fin d'année dans une ambiance conviviale. Reportage. Et on débute tout d'abord cette édition par l'arrivée de Flipper à Mayotte. Il ne s'agit pas du célèbre dauphin, mais d'un petit robot qui se promène sur les fonds marins. L'objet a été testé pour la première fois dans les eaux mahoraises dans le cadre du projet X-Life porté par Sébastien Dutertre de l'Institut de biomolécules et Max Mousseron. Un partenariat avec le Parc naturel marin de Mayotte, l'Université de Montpellier et le Muséum d'histoire naturelle de Paris. La mission a pour objectif de mettre cette technologie à l'épreuve et prélever des cônes et des coquillages dont les venins recèlent de vertus thérapeutiques insoupçonnées. Le récit d'Adèle Laurent. Ce mois-ci, le Parc naturel marin de Mayotte a accueilli 2 scientifiques de l'Université de Montpellier et du CNRS. Sébastien Dutertre et Vincent Creuse sont venus tester pour la première fois Flipper, le robot aspirateur. Objectif, collecter des cônes et des coquillages sur le plancher océanique mahorais afin de permettre l'étude de leur venin. Plongeurs professionnels, navires, équipages experts, le parc marin a pour cela fourni un fort appui logistique à l'équipe scientifique, primordial pour mener à bien cette mission. Et pour cause, l'Institut vise à faire de Mayotte un pôle d'excellence en matière de connaissances et de suivi de la mangrove et des écosystèmes marins tropicaux. On a à Mayotte des richesses absolument extraordinaires dans le milieu marin. C'est un laboratoire à ciel ouvert et il intéresse beaucoup les scientifiques. Malheureusement, c'est pas toujours facile de venir à Mayotte, de trouver des hébergements, de déployer du matériel. Et donc, plus on facilite l'accès, plus on va acquérir de connaissances sur ces richesses. Développé par le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier, Flipper possède une technologie innovante. Malgré sa petite taille, il reste en effet très stable sous l'eau, ce qui lui permet d'effectuer des gestes d'une grande précision et ainsi de ne pas détruire les habitats. Vrai bijou de la technologie, le robot opère sans contrainte de durée, peut descendre jusqu'à 100 mètres de profondeur et capte des images des fonds sous-marins en temps réel. Ce véhicule sous-marin téléguidé a exploré le plancher océanique durant plus de 10 jours et a permis le prélèvement d'une vingtaine d'espèces différentes de cônes, sur les plus de 70 présents à Mayotte. Vincent Creuse nous explique le procédé utilisé. On a le bateau du parc marin de Mayotte qui déploie le robot
essentiellement la nuit. À bord du bateau, on a les équipes de scientifiques, donc le biologiste, le pilote du robot et puis surtout les chargés de mission du parc qui nous orientent et qui nous permettent de trouver les bons endroits. Et donc toute cette équipe se retrouve autour des écrans vidéo HD pendant la plongée du ROV qui peut durer plusieurs heures. Et pendant cette plongée, on va détecter des espèces, choisir celles qui sont intéressantes. On ne prélève pas tout évidemment, le but c'est d'en prendre le moins possible mais juste ce qui est utile. Et puis ensuite le robot les prélève et lorsqu'on a prélevé un nombre d'échantillons suffisant, on remonte le robot à la surface et on récupère les coquillages. Prochaine étape de la mission, disséquer, conditionner et préparer ces coquillages pour les expédier vers des laboratoires où des scientifiques étudieront les séquences ADN de ces cônes. Car si les toxines générées par leur venin peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en grande quantité, une fois isolées, celles-ci peuvent être bénéfiques et utilisées dans plusieurs applications, dont médicales. Les cônes sont une famille de coquillages qui présentent des venins très puissants. Et dans ces venins, si on isole certaines toxines, on peut produire des molécules intéressantes sur le plan thérapeutique. Par exemple, le cône magicien a permis de fabriquer le ziconotide, qui est un médicament qui est beaucoup plus puissant que la morphine pour éviter les douleurs. Donc de ce projet-là, on peut espérer trouver de nouvelles molécules, de nouvelles toxines qui vont permettre de créer par exemple des médicaments, mais il y a plein d'autres applications scientifiques et plein d'autres intérêts de science derrière, notamment sur la nature des venins. Le prélèvement ne s'effectue qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'une fois que les molécules sont isolées, on n'a pas besoin de prélever d'autres coquillages du même type. On peut refabriquer ces molécules de façon artificielle. Les prélèvements effectués à Mayotte ont permis d'isoler plusieurs espèces de cônes dont les toxines des venins pourraient être utilisées dans les traitements de maladies neurodégénératives ou encore de myopathie. Les premiers résultats devraient être connus d'ici la fin de l'année. Ces vertus thérapeutiques soulignent également l'importance de mieux préserver les cônes présents à Mayotte en limitant la destruction de leur habitat et le prélèvement sauvage. Prochaine mission pour Flipper, l'exploration des côtes calédoniennes. Quant à l'île aux parfums, le parc marin souhaite faire revenir le robot afin de continuer de faire progresser la connaissance des richesses du lagon Maoré. Politique à présent, avec ce grand rassemblement au château de Versailles de l'ensemble des parlementaires convoqués par le président de la République Emmanuel Macron. Lundi prochain, le chef de l'État s'adressera aux représentants du peuple lors d'un grand discours, l'occasion de clarifier les orientations de son prochain quinquennat. Néanmoins, le choix du lieu, mais également le timing est loin de faire l'unanimité. Hors de question pour la France insoumise de se plier aux tactiques de communication du président. Les désormais sans cravate du Palais Bourbon ont simplement décidé de boycotter le Congrès. On écoute à ce sujet Jean-Luc Mélenchon, qui justifie le choix de son groupe parlementaire. Puisque nous sommes convoqués pour entendre le monarque présidentiel s'exprimer, puisque nous sommes convoqués sans délai et mis à discrétion de sa bonne volonté à propos du débat parlementaire, eh bien nous nous rebellons et nous ne nous soumettons pas, nous n'irons pas. Et le seul moyen que nous avons de montrer la gravité, le sérieux que nous attachons à cette question du coup de force qui est en quelque sorte tenté. Un coup de force qui précède un coup d'état social avec le renversement de l'ordre public social. Un coup de force qui précède un renversement de l'ordre des libertés publiques avec l'introduction de l'état d'urgence dans la loi ordinaire. Tout ça en moins d'un mois. Nous n'avons d'autres moyens pour faire connaître notre alerte, la gravité de la situation, que de dire que nous n'irons pas à Versailles. Et pour en parler de ce boycott, Pierre Bellucci, rédacteur en chef de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors Pierre, l'Union nationale, chère au président Macron, est loin d'être gagnée visiblement avec ce boycott de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, boycott de Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas le seul. Du côté des Républicains, notamment de l'UDI, plusieurs se sont exprimés contre la tenue de ce congrès. En tout cas, ils ne veulent pas forcément participer à ce congrès. Alors maintenant, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que ce n'est pas nouveau, ce genre de congrès. Le général de Gaulle l'a utilisé à plusieurs reprises. C'est une manière de s'exprimer devant l'ensemble des parlementaires, l'Assemblée nationale, les députés, les sénateurs. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. En 2009, le président Nicolas Sarkozy aussi avait réuni le congrès. On se souvient, l'État avait contracté un grand emprunt national, donc il avait réuni le Congrès justement pour parler de cet emprunt. En 2015 aussi, le président Hollande a convoqué le Congrès, alors dans un tout autre contexte, puisque c'était suite aux attaques terroristes de Paris-Saint-Denis. Donc voilà, ce n'est pas nouveau. Et puis aussi, le président Macron l'avait dit, il a dit « Je convoquerai chaque année le Congrès à Versailles pour parler de mon bilan à la fois national, mais aussi au niveau européen ». Maintenant, effectivement, là, on est dans un autre cadre, puisqu'on ne parle pas encore de bilan. Là, il va donner les grandes lignes. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Effectivement, c'est le lieu choisi. Il est décrit comme un président jupitérien. Il a été élu effectivement sur sa personnalité, plus que son programme, puisque pendant des semaines, personne ne connaissait le programme d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'il a joué là-dessus, sur la communication. Donc, c'est aussi son cheval de bataille. Il veut asseoir son pouvoir là-dessus. Il veut asseoir sa politique sur les 5 prochaines années là-dessus. Donc, finalement, c'est pas forcément étonnant. Maintenant, en termes de timing, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'il va s'exprimer avant son chef de gouvernement. Effectivement, avant le 14 juillet, avant le chef du gouvernement, ça a été expliqué par l'Élysée. Ils ont dit on veut donner les grandes lignes qui ensuite seront détaillées par celui qui va les appliquer, à savoir le Premier ministre. Maintenant, voilà, ça fait un peu présidence à l'américaine. On sait que aux États-Unis, tous les ans, effectivement, le président des États-Unis réunit en congrès les deux chambres et s'exprime sur un peu la situation de l'Union, situation au sein du pays. Donc voilà. Mais effectivement, ça fait grincer des dents et pas que du côté de la France insoumise. Est-ce qu'on peut parler de faute politique ou de stratégie de communication pour la France insoumise et l'UDI? Oui, après chacun effectivement joue son rôle. On le voit, la France insoumise se veut comme le parti d'opposition, le principal parti d'opposition. Pourquoi? Parce que le Front National n'a même pas de groupe, ils sont vraiment minoritaires au sein de l'Assemblée. Du côté des Républicains, c'est le flou total puisqu'il y a même une scission avec le groupe constructif, le groupe des Républicains, j'allais dire traditionnel. Donc finalement, effectivement, on voit que la France insoumise a une carte à jouer, elle le joue au niveau de la communication, on l'a vu, les sans cravates, et elle le jouera aussi à chaque fois qu'elle le pourra, en pointant du doigt justement le fait que le président Macron est un président qui va faire encore passer, je pense, une autre étape à justement cette démocratie qui vire un peu vers le présidentialisme, puisque on se souvient notamment de Jacques Chirac, c'était pas du tout un président qu'on voyait beaucoup. Depuis Nicolas Sarkozy, effectivement, le président prend une place très très importante. Alors Pierre, dernière question, un discours présidentiel très attendu, notamment dans le 101e département. Oui, c'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui nous intéresse en priorité. On attend les grandes lignes, on espère qu'il y aura une grande place qui sera faite pour les Outre-mer, et notamment pour Mayotte, puisque les enjeux ils sont très importants. On attend des mesures concrètes, des mesures très importantes. On attend beaucoup de moyens. On sait qu'en Guyane, il y a eu un mouvement très important, qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été promis. On espère qu'à Mayotte, il va y avoir aussi beaucoup d'argent qui va être mis sur la table, parce que dans tous les domaines, il y a urgence. Et on va scruter avec beaucoup d'attention aussi ce congrès, parce qu'on attend aussi que les grandes lignes donnent une place aux Outre-mer et à Mayotte en particulier. Merci Pierre pour votre analyse. Depuis 2008 et le pacte pour la départementalisation, Mayotte connaît une évolution profonde de son contexte institutionnel, une situation qui impacte notamment sur l'équilibre des finances de nombreuses collectivités locales. Les investissements pour les infrastructures et l'aménagement urbain sont essentiels pour le développement du territoire. À ce titre, l'Agence française de développement vient de publier l'Observatoire des communes 2017 afin de proposer aux acteurs locaux un travail d'analyse financière rétrospective de ce nouveau contexte sur la période 2009-2015. Le compte rendu avec Adèle Laurent, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Pour la première fois à Mayotte, l'Agence française de développement a produit un observatoire des communes qui propose une analyse des spécificités du bloc communal sur la période 2009-2015. Une étude indispensable lorsque l'on connaît les difficultés financières rencontrées par de nombreuses municipalités ces dernières années.
À Mayotte, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'état des finances des communes et à part en fait les comptes rendus de la CRC, il y a peu de documentation disponible et d'études chiffrées sur leurs finances. En parallèle, on connaît le document fourni par l'IEDOM sur la conjoncture globale de Mayotte et plus sur le secteur privé et en fait il n'y avait pas le pendant sur le secteur public, donc c'était un petit peu l'objectif. C'est un travail qui a déjà été fait par l'AFD depuis l'année dernière en Polynésie, donc à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie. Et donc nous serons les troisièmes en fait à proposer ce genre de travail sur les territoires d'outre-mer. Ce travail a permis de révéler qu'en 2015, les dotations de l'État, auparavant seule ressource pour les communes, ne comptent désormais plus que pour 55% des recettes de fonctionnement. Le reste est complété par l'octroi de mer 26% et la fiscalité directe 19%. Néanmoins, le niveau des recettes réelles de fonctionnement reste globalement inférieur à celui de la métropole et des autres DOM, avec 761 € par habitant à Mayotte contre 1189 € en métropole. Sur certains points, notamment au niveau de la DGF par habitant, on n'est finalement pas si loin que ce qu'on pensait, mais il existe des écarts avec la métropole et il existe des écarts avec les autres DOM. Après, en termes de charges de personnel, on n'a pas des charges de personnel par habitant qui sont beaucoup plus énormes que ce qui est fait en métropole ou ailleurs, mais c'est au niveau du taux d'encadrement, donc présence de cadre A et de cadre B au sein des communes, où là on est vraiment plus faible que dans le reste du territoire de la République. Durant la période 2009-2015, les charges de personnel ont continué de croître, tout comme les cotisations obligatoires aux syndicats intercommunaux. Tout cela impacte l'investissement et notamment la commande publique qui reste en berne. Néanmoins, cet observatoire a pour objectif de permettre aux communes de se servir de cette analyse pour mieux appréhender l'avenir. L'enjeu, c'était de proposer quelques axes d'analyse pour tous les acteurs du territoire. L'enjeu, c'est de pouvoir avoir un regard sur ce qui s'est passé ces 6-7 dernières années, afin d'avoir un meilleur regard sur la prospective financière des années précédentes, des années suivantes. Et puis, il y a des grosses contraintes d'investissement à Mayotte, un rattrapage de développement économique qui est en jeu. Et donc, c'est d'identifier à la fois les forces et les faiblesses des communes et que chacune d'entre elles puisse se placer par rapport au comportement du bloc communal. Certaines municipalités comme Sada ou encore Dzaoudzi l'Abattoir ont réussi à présenter un budget prévisionnel 2017 à l'équilibre, et ce après des années de déficit. Cet observatoire doit permettre à d'autres communes d'en faire autant dans un futur proche. A noter que l'AFD souhaite annualiser cet observatoire en y ajoutant le département, les communautés de communes ou encore les syndicats. Vendredi, jour de réunion de famille pour l'Union départementale des associations familiales. Après avoir participé à une rencontre très constructive lors de l'Assemblée générale de l'Union nationale des associations familiales, l'heure était au bilan de l'année écoulée pour la jeune structure. Une rencontre a été organisée dans ce sens ce matin au siège du SMIAM, en présence notamment du conseil départemental et de certains parlementaires. L'occasion également d'aborder l'avenir à un moment où la question de la famille est devenue centrale au sein du département. Le point avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le président de l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF, avait donné rendez-vous à tous ses adhérents ce matin. Objectif, revenir sur l'exercice passé qui aura permis à l'UDAF de franchir plusieurs paliers. Alors le bilan est très positif parce que déjà au niveau de l'adhésion des associations, nous sommes passés à 11 associations à 18 aujourd'hui. Nous avons mis en place 2 services, ce qui est un record puisque pour mettre en place un service, il faut au moins 3-4 ans. Et donc nous, à l'espace de 2 ans, nous avons mis en place 2 services. Afin de mener à bien sa mission, l'UDAF possède aujourd'hui un appui de poids. En effet, le conseil départemental est devenu un partenaire de choix à l'heure où la question du rôle de la famille anime la société mahoraise. La famille, c'est l'enfance, la personne âgée, personne handicapée, et c'est au fond toutes les missions intrinsèques du département. Et donc on est là
tout à fait à notre place et ravi d'accompagner un partenaire aussi solide que l'UDAF. Et on sera là à chaque fois. J'ajoute juste une chose, et ça fait partie des éléments de langage et des annonces que j'ai faites aujourd'hui, c'est de dire que au-delà de l'accompagnement classique et du partenariat qui est acquis, c'est développer une convention régulière avec l'UDAF de manière à ce que cet accompagnement soit matérialisé par une convention, et dedans, évidemment, nous déclinerons les différentes politiques que nous mettons en place en commun avec l'UDAF. Accompagner les familles par le biais du monde associatif, c'est bien là la mission première de l'UDAF. Objectif désormais, augmenter le chiffre de 850 adhérents, mais aussi et surtout, obtenir le soutien de l'État. Dans les années à venir, c'est déjà grossir un peu le nombre d'adhérents, faire des actions qui concernent toutes les générations, et puis inscrire quand même l'UDAF dans le paysage de l'action sociale au niveau du département. Ça vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mon dernier mot, c'est de dire tout simplement à nos nouveaux parlementaires que l'UDAF est là et que l'UDAF a besoin aussi pour porter la voix de Mayotte jusqu'à Paris. Les parlementaires mahorais possèdent en effet la lourde tâche de faire remonter les doléances des familles locales au niveau national. Autre association impliquée justement dans l'accompagnement des familles, mais dans le cadre d'activités multisports, c'est l'UFOLEP, l'Union nationale française des œuvres laïques et d'éducation physique. Et on reçoit un invité, le président Philippe Machu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que l'UFOLEP ? L'UFOLEP, c'est la plus grande fédération affinitaire multisport de France, avec quelques 350 000 adhérents, un réseau de plus de 8 000 associations et une présence dans 24 000 communes sur l'ensemble du territoire national et ultramarin. Donc une fédération qui a pour vocation de développer des pratiques physiques et sportives pour tous les publics, depuis la petite enfance jusqu'aux seniors, avec d'un côté un pan d'activité tourné autour de la compétition, une compétition adaptée à la diversité des publics, pour les bons, les moins bons, les meilleurs, etc. Notre but étant de faire participer un maximum d'adhérents et que chacun y trouve du plaisir, de la convivialité. Et puis cette UFOLEP développe depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années maintenant, un sport qu'on va appeler plus sociétal, c'est-à-dire un sport qui se préoccupe des besoins de la population en termes de santé, en termes de cohésion sociale, en termes de citoyenneté, d'engagement, en termes d'insertion sociale et professionnelle. Et nous sommes équipés, si j'ose dire, d'un certain nombre de possibilités en termes de formation professionnelle, avec un certificat de qualification professionnelle, le CQP, avec par exemple aussi la formation au premier secours. Nous sommes la seule fédération française sportive agréée par le ministère de l'Intérieur pour délivrer des formations au premier secours. Et j'ai été très très heureux de voir que à Mayotte notamment, ces outils-là sont utilisés pour que le comité UFOLEP de Mayotte prenne toute sa place dans le paysage sportif. Alors justement en France, l'UFOLEP c'est 90 ans d'histoire, 380 000 licenciés, 8 500 associations. À Mayotte, c'est beaucoup plus récent, 4 ans, 300 adhérents et 13 associations. De quel œil analysez-vous la construction de la structure à Mayotte ? Bien, si vous voulez, je suis venu à Mayotte justement pour constater avec les amis qui sont les animateurs un petit peu de cette structure jeune. Je suis venu constater son dynamisme et sa prise en compte des problématiques de Mayotte. Quelles sont-elles justement ? Eh bien, justement, on parlait tout à l'heure à travers le reportage précédent de le nombre d'enfants, les problèmes familiaux que ça peut poser, les problèmes de scolarité, d'éducation, de formation, etc. Et dans ce paysage-là, le comité UFOLEP de Mayotte souhaite apporter sa contribution pour donner espoir, quelque part, à des dizaines de jeunes par de la formation, notamment, avec un espoir de formation professionnelle et d'emploi quelque part, et on sait que les premiers bataillons entre guillemets de jeunes qui ont passé le CQP ont été absorbés très vite par l'éducation nationale dont les besoins sont importants. Donc quelque part c'est pour le comité UFOLEP de Mayotte, c'est apporter sa contribution au mieux-être dans l'île, contribution modeste certes, mais une contribution déterminée pour développer des activités physiques et sportives pour tous. Et vous en parlerez peut-être tout à l'heure, l'UFOLEP à Mayotte
aidé au développement de la fameuse course de pneus parce qu'elle était réservée jusqu'à maintenant à Mamoudzou et grâce à l'action de l'IFOLEP, elle s'est développée sur différentes villes complémentaires pour faire une très belle finale demain à Mamoudzou. Mais voilà, au-delà de ces deux champs de formation qui peuvent concerner des dizaines et des dizaines de jeunes à Mayotte, il y a la volonté pour nous d'apporter aussi, comme en métropole, des activités physiques et sportives pour les femmes qui, on le sait bien, ont souvent moins d'accès à la pratique physique et sportive, pour les seniors, et on sait que une pratique physique et sportive, c'est une façon de vieillir bien, de vieillir mieux, de rester plus longtemps en forme. Donc voilà, tout ce que nous pourrons faire en direction de tous ces publics sur le territoire de Mayotte, nous soutiendrons ces initiatives. Dernière question, Philippe Machu, car le temps nous presse, pourrait-on dire. La course des pneus, vous êtes venu également pour ce grand événement à Mayotte. Est-ce que la course des pneus est une discipline pour vous à développer dans d'autres régions françaises pour l'IFOLEP? Ce qui me semble particulièrement intéressant dans cette initiative de course des pneus, d'abord c'est l'impact qu'elle peut avoir sur le territoire de Mayotte. J'ai vu un petit reportage hier, c'est assez impressionnant, toute la population de l'île est là derrière l'événement. Ce qui est intéressant aussi dans cette initiative, c'est le fait que c'est le regard sur les cultures populaires locales. Et on a quelques initiatives un peu du même genre en métropole qui sont plus modestes, avec notamment on retrouve des courses de caisse à savon, etc. Vous voyez, c'est-à-dire des petits moyens pour se donner beaucoup de plaisir et développer la créativité des enfants, leur entraînement, leur dynamisme, leur volonté de gagner aussi quelque part, tout en associant la population. Ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Alors l'IFOLEP développe aujourd'hui 130 activités physiques et sportives différentes. Voilà, peut-être que la course de pneus, ce sera la 131e. Merci Philippe Machu d'avoir accepté de passer par notre plateau. Merci. Je vous remercie. 19h25 sur KTV, merci d'être avec nous. À suivre dans votre journal, le départ en vacances des élèves du département. Parents, enfants et enseignants étaient unis pour une grande fête de la fin d'année scolaire. Mais avant, état des lieux du reste de l'actualité de ce vendredi 30 juin avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Assemblée nationale a nommé son bureau dans une agitation parfois digne d'une cour de récréation. Et si à Mayotte l'élection de Ramlati Ali continue de faire débat, la première femme mahoraise à être élue députée compte bien jouer un rôle au sein du Parlement français. Elle a ainsi été nommée secrétaire du bureau, soit la plus haute autorité collégiale de l'Assemblée nationale. Elle a ainsi intégré le groupe de la République en marche et devient par ailleurs la première élue de Mayotte à occuper un tel poste. Néanmoins, son entrée au Palais Bourbon aura été ternie par les réactions d'un certain nombre de Français qui ont réagi sur les réseaux sociaux suite à son apparition voilée. Les messages islamophobes fusent depuis mercredi, même si cela ne semble pas l'atteindre outre mesure, puisqu'elle a également posé voilée lors de la photo officielle des 577 nouveaux députés. Elle a par ailleurs expliqué qu'elle ne siégerait pas avec son voile, mais qu'elle souhaitait pour l'heure respecter la fin de son mois sacré de Ramadan. Depuis le 16 juin dernier, le président du conseil départemental Swabahadine Ibrahim Ramadani a mis en demeure le délégataire du port MCG. Par le biais d'un courrier, il rappelle les termes de la convention obligeant la société à assurer la continuité de services publics. Or, depuis quelques mois, les délais de livraison du concessionnaire aux clients du port sont anormalement longs. L'article 55.01 dispose que le département a tout loisir de prendre les mesures qu'il convient pour rétablir la continuité du service public, notamment avec la mise en place d'une régie qui serait tenue par la CCIM. L'article 60.01, pour sa part, prévoit que la déchéance de la DSP pourrait être prononcée en cas de mise en régie de plus de 30 jours consécutifs. En clair, si le 17 juillet prochain les manquements constatés n'ont pas été résolus, une régie pourrait être créée durant un mois. Passé ce délai, soit aux alentours de la mi-août, la déchéance de la DSP pourrait alors être officiellement prononcée. Les prévisions Météo France pour les 3 prochains mois viennent d'être diffusées. Très attendues quelques semaines après un épisode de sécheresse sans précédent, elles tendent à confirmer que la pluviométrie devrait être plutôt proche de la normale pour les mois de juillet, août et septembre. Néanmoins, ces prévisions sont à prendre avec précaution, car d'une part, la pluviométrie habituelle en hiver austral est faible, de l'ordre de 50 à 100 mm en 3 mois, et d'autre part, la prévisibilité reste assez limitée en cette saison. Par ailleurs, les températures à Mayotte devraient être sensiblement au-dessus des normales, de l'ordre de plus 0,6 degrés Celsius. Cela les placerait ainsi parmi les plus élevés de l'historique des relevés, à l'image des 5 ou 6 dernières années. Pour rappel, après 2014,
Le mois de mai 2017 est le deuxième mois de mai le plus chaud jamais enregistré, avec 28,3 degrés, soit un écart d'1,2 degré Celsius par rapport à la normale. Ce vendredi soir marque le début des vacances pour les 94 320 élèves du département. Et pour clôturer cette fin d'année scolaire plutôt riche dans tous les sens du terme, les écoliers du premier degré n'ont pas manqué d'imagination. Nous nous sommes rendus à l'école maternelle de Cavani Sud pour la traditionnelle fête de fin d'année et le spectacle en valait bien la chandelle. Reportage. Grande effervescence à Cavani Sud. Pour sa dernière journée de l'année scolaire, l'école maternelle de la commune de Mamoudzou a voulu marquer son grand départ en vacances par une grande fête. Des enfants présents ce vendredi spécialement pour t'amuser. Avec qui? Naël. Je vais t'amuser. Je veux m'amuser qu'avec mes copains. Au menu, de la danse, du chant et de la danse, issus d'univers locaux et universels, devant des parents ravis du spectacle proposé. Oui, ça se passe bien, c'est amusant et les enfants, comment ils dansent, c'est bien. Le spectacle passe bien. Apparemment, avec les enfants, sont bien maîtrisés leur film. Apparemment, pour les vidéos, pour les danses aussi. Une kermesse ce vendredi particulièrement appréciée par l'équipe pédagogique. C'est un spectacle qu'on a préparé avec les enfants au cours de l'année. On a choisi la musique, après on a fait les pas. Et après, au fur et à mesure, les enfants se sont appropriés la danse. C'est un moment de convivialité qu'on a fait durant toute l'année. C'est une récompense envers nous et pour les enfants aussi. C'est pour montrer, je peux dire, l'affection qu'on a envers les enfants et que les enfants ils ont envers nous. Un moment festif pour récompenser avant tout les efforts réalisés par les enfants, parents et enseignants tout au long de l'année scolaire. La tradition maintenant est instaurée dans cette école depuis 10 ans. Chaque fin d'année, les enseignants préparent un spectacle. Donc c'est un cadeau qui est offert aux enfants mais aussi aux parents, puisque les parents sont une partie prenante de la vie de l'école, dans la mesure où ils sont intervenus dans divers projets qui ont été menés par les enseignants. Et à chaque fois qu'ils ont été sollicités, ils ont répondu présent. Et donc c'est un cadeau que nous leur offrons aussi, que nous offrons à nous-mêmes bien entendu, mais aussi aux enfants et aux parents. Désormais, 2 mois de vacances sont au programme des écoliers et personnels enseignants pour se ressourcer. Reprise de la nouvelle saison scolaire pour la fin du mois d'août prochain. Des vacances effectivement bien méritées pour nos écoliers et enseignants. Pas de vacances pour nous, mais fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de retrouver l'actualité mahoraise sur l'infoquesi.fr. Retour de l'information sur KTV lundi dès 6h avec le journal radio de Pierre Bellucci, suivi du trio de la matinale. Pour ma part, je vous donne rendez-vous avec plaisir à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellent week-end à tous.